Bonjour à tous et bienvenue sur 4V Event Talk Show et Consulting. Comme vous le savez, sur 4V, on valorise les potentiels, on crée des connexions utiles, on favorise le partage, on donne la parole aux experts. Et aujourd'hui, je suis honorée d'avoir à mes côtés un grand homme, j'ai nommé Zouzou Taka. Bonjour Zouzou. Bonjour Nana. Comment tu vas? Ça peut aller. Alors, sache qu'on est très heureux de t'accueillir sur notre plateau. Et je sais qu'aujourd'hui, on va apprendre pas mal de choses car tu es un homme inspirant. Merci. Sur 4V, on a des valeurs et on s'encourage. On sait valoriser les gens. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui à travers cette émission, comme j'ai l'habitude de faire avec tous mes invités. Vraiment, je voudrais te féliciter pour ce que tu transmets. J'entends beaucoup parler de toi. Les messages sont riches, pertinents. Et pour moi, c'est une fierté de t'avoir sur le plateau. Donc, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, Zouzou, on va parler un peu de ton parcours. Voilà, on va s'intéresser à toi. Et je suis un petit peu curieuse, alors je veux que tu me parles un peu de ton enfance, ton adolescence, voilà, où tu as grandi, où tu es né, est-ce que tu es d'Europe, est-ce que tu as toujours été dans le secteur, voilà, parle-moi un peu de ton enfance et ton adolescence. Ce que je peux dire, c'est que je suis né le 19 août 77 à Kinshasa. Mhm, Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. mhm, Je souffrais à l'époque de malnutrition mhm, et la France m'a soigné mhm. de l'ensemble des maladies que j'avais à l'époque. Puis j'ai fait toute ma scolarité en France. Donc quand je suis arrivé en France, je suis arrivé directement à Aubervilliers Mhm. en 1981, à la Cité de la Maladrerie. Et j'ai quitté Aubervilliers, j'avais l'âge de 22 ans. J'ai fait Bobigny, euh, Boissy-Saint-Léger, Mhm. Sevran, dernière D'accord. ville. Voilà un petit peu en termes de parcours sur l'habitat, quoi. Mhm, Kinshasa, mhm. jusqu'à mes 4 ans, la France, et à l'intérieur de la France, différentes villes du, euh, du 93, 93. à part Boissy-Saint-Léger. D'accord. Et du coup, par rapport à ton environnement familial, est-ce que tu peux me parler des rapports que tu as eus avec tes frères, tes sœurs, tes cousins? Alors, je suis d'une fratrie, on est 5, je suis Mhm, l'aîné. mhm. D'accord. J'ai 3 petites sœurs et un petit frère. Mhm, Et nos rapports. Alors, je suis arrivé en France avec ma petite sœur Sandrine, mhm, qui a juste 2 ans de moins. mhm. Je suis né en 77, elle est née en 79. Et après, il y a Edwige, non, Anatole, puis Noémie. Mhm. Et j'ai quitté le foyer familial, j'avais 23 ans. Donc, à partir de là, pendant presque 5 ans, le temps de me chercher un petit peu. J'étais un petit peu éloigné de la famille et D'accord. aujourd'hui, on va dire que je suis présent, mais d'une manière un peu satellitaire. Je Mhm. veille à ce que l'harmonie, la paix et la sagesse puissent régner au sein de notre famille. D'accord. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant de ton adolescence que tu as gardé? Oh, il y a C'est une beaucoup de période assez choses. spéciale à l'adolescence, hein, donc il y a des jeunes qui nous L'adolescence, regardent oui, aussi. Donc, la violence mhm, de, de la jeunesse. mhm, Moi, je suis l'aîné de ma famille mhm, et j'ai pas toujours été grand, costaud. Donc, mhm. jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais assez petit, mince. Et à la sortie du collège, quelquefois, on me menaçait d'un couteau, donc je devais courir. Mhm. On essayait de me jeter dans des lacs gelés. On me tapait des fois sans raison. Donc, Ah oui. dans ma chair, j'ai su c'est quoi être une victime Mhm, et presque anonymisé. Ça veut mhm, dire que, étant donné que j'ai pas grandi dans une famille riche, mhm. donc j'avais pas tous les attributs, on va dire, d'apparat, d'élégance qui pourraient attirer l'attention. Et quand vous n'avez que la simplicité de vie, quelquefois, on ne vous remarque même pas. Et donc, Mhm. c'est pour moi la violence de la jeunesse euh, est un moment difficile parce Difficile. que n'ayant pas de grands frères ni de grandes sœurs Mhm, et les parents de notre époque
n'avaient pas la même appréciation que les parents d'aujourd'hui qui sont très protecteurs de leur progéniture. D'accord. Alors, du coup, ça me pousse à te poser quelques questions par rapport à cette période parce que peut-être qu'il y a un jeune qui nous regarde aujourd'hui et qui se reconnaît dans ce discours. Comment toi, comment tu as géré ça? Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu es, voilà, t'es un homme accompli, tu es dans les arts martiaux, etc. Tu sais te défendre, mais tu as dit qu'à cette époque, voilà, tu étais plutôt victime. Euh, Quel conseil tu peux donner à un jeune aujourd'hui qui traverse ce moment-là, qui se sent inexistant? Quel conseil tu peux lui donner par rapport à ça? Alors, on va dire que si on part sur une fraternité universelle, la personne qui m'a aidé à me sortir de cette ignorance, on va dire de l'ignorance, de cette force qui nous permet de lutter contre l'agression, ça a été Bruce Lee. Mm. En voyant les films de Bruce Lee, je me suis intéressé aux arts martiaux et je pensais que déjà la première manière de se défendre était liée à la géométrie des corps. Et par la suite, en étudiant un peu plus Bruce Lee, j'ai découvert le Tao du Jeet Kune Do et il y avait une philosophie de l'autre côté. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre le distinguo entre l'esprit et le corps, l'architecte de l'esprit et le maçon du corps. Donc la pensée organise l'exécution du corps. Et à partir de là, ça m'a permis déjà de créer la première barrière. Donc je conseillerais aux jeunes de pratiquer les arts martiaux, car connaissance euh, rime avec délivrance et ignorance rime avec souffrance. On souffre toujours de ce qu'on ne sait pas. Et aller vers la connaissance du milieu martial est très important, ne serait-ce que pour protéger l'intégrité de son physique. Après, le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est de jouer aux échecs. Pour la notion de la causalité, de la responsabilité. Ça veut dire que quand on joue aux échecs et qu'on touche une pièce, on s'oblige à connaître régulièrement ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Qu'est-ce que je gagne en, en effectuant ce mouvement et quels sont les risques que j'encours. Et cette notion des échecs, c'est pour ça qu'on dit que la vie, ce n'est pas comme les échecs, ce sont les échecs. Il y a des fatalités et quelquefois, il y a des sacrifices à faire pour une victoire donnée ou désirée. Et c'est pour ça que je pense que ces deux disciplines sont importantes. D'une, pour connaître les formes, parce que Bruce Lee disait que tant qu'on aura 2 bras et 2 jambes, les arts martiaux seront limités à la probabilité de nos perspectives physiques. Si un jour on a un 3e bras, on pourra créer un nouvel art martial. Et donc, apprendre les probabilités de l'expression corporelle nous permet d'apporter une réponse à l'agression quand on est porteur de paix. Et c'est pour cela que dans l'école d'arts martiaux que j'avais ouvert il y a bien longtemps et fermé aujourd'hui, il y avait un slogan « Savoir se défendre est une autre façon de vaincre ». Waouh. Alors, on a parlé de violence. Je sais que quand on a une discipline sportive ou quand on fait des arts martiaux, on n'utilise pas cette discipline pour agresser. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que aujourd'hui, les jeunes nous écoutent. Il y a encore de la violence aujourd'hui. Il y a encore de la violence. Peut-être qu'elle est différente aujourd'hui, mais la violence existe. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut utiliser cette discipline que tu nous recommandes? Parce que peut-être qu'il y en a qui vont l'utiliser pour aller attaquer n'importe qui, hein, le premier venu. C'est quoi, c'est les valeurs? Parce que je sais que c'est tellement, il y a tellement de sagesse dans ces disciplines-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la pratique de ce sport-là? Et comment faire en sorte que la jeunesse, alors c'est pas évident, mais prenne conscience que la violence, c'est pas une solution, quoi. Alors je pense que déjà, la chose la plus difficile, c'est de transcender les instincts primitifs primaires. Parce que éduquer, c'est permettre à une personne de gérer les pulsions. Comme on pouvait en discuter en off, je disais que le cœur est sauvage et la raison est gendarme. C'est à la raison de filtrer la spontanéité et les émanations du cœur. Je crois qu'en psychanalyse, on dit souvent qu'on n'est pas responsable des mobiles de notre inconscient, mais nous sommes responsables de nos actes.
Donc, qu'il y ait une certaine mobilité émotionnelle à l'intérieur d'un individu, elle doit être filtrée par la raison. Et la raison est à la charge des connaissants. Chaque connaissant est responsable de son ignorant. Donc, cette jeunesse est à la charge et à la responsabilité de ceux qui savent. Et que les turbulences, les déviances de notre jeunesse sont aussi le résultat des échecs de notre capacité pédagogique. Et je pense qu'il faut distinguer informer une personne sur une solution et enseigner une personne à la solution. Le distinguo se fait que dans une campagne d'information, on va sensibiliser, mais les personnes ne vont pas incarner le savoir. Dans une campagne d'enseignement, on va faire en sorte que cette information devienne une nécessité pour l'individu et que l'individu incarne cette connaissance. Et aujourd'hui, je pense que il y a dans l'éducation, c'est un grand mot, beaucoup d'informations, mais très peu d'enseignement. Parce que l'enseignement n'aboutit que dès l'instant que dans l'acte, on voit que l'information est incarnée. Ça veut dire que si on voit qu'un enfant a compris qu'il faut préserver ce qui peut être préservé, que la solidarité est le dénominateur commun à l'espèce humaine, parce que je dis souvent qu'on n'est pas des tortues, on ne sort pas d'un œuf et on se débrouille tout seul. S'il n'y avait pas des bras pour nous accueillir, une solidarité, les enfants mourraient à la naissance. Vous prenez un bébé, vous le sortez du ventre d'une mère, vous le laissez sur une table, il va mourir. Donc nous sommes tous les fils et les filles de la solidarité. Et cette solidarité, elle est importante. Donc un enfant, quand il grandit, il faut lui rappeler cette gratitude à avoir envers la solidarité. Et l'inscription dans cette solidarité permet à l'enfant d'utiliser son intelligence et sa force au bénéfice de la préservation, de l'élévation, du soutien qu'à la destruction. L'utilisation de l'intelligence, c'est comme un pistolet. Quand on regarde un pistolet, il peut servir à un voleur, à un brigand pour commettre des crimes et délits. Il peut servir à un policier pour protéger. Mais c'est la même arme. Donc l'intelligence n'a pas la vision des couleurs. Elle est comme la mort. Tout dépend de la polarité du cœur. Donc si on arrive à instaurer une polarité de solidarité, de préservation et de sagesse, je dis souvent que la sagesse, c'est la fusion de deux mots. C'est quand le savoir et la gentillesse se rencontrent. Et ça donne la sagesse. Et je pense que un enfant qui a cette polarité de sagesse, de solidarité, d'entraide, utilisera cette force physique, mentale, au bénéfice de l'intérêt général qui nous unit au sein de ce monde, car personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble. Mais s'il y a, à un moment donné, une faille, une lacune, une insuffisance dans le processus d'enseignement et qu'on se réfugie dans le processus juste d'information, on va retrouver par la règle de la causalité des déviants et une opposition entre les individus. Tout à fait. Merci beaucoup Zouzou. Vraiment, réponse très complète et très très pertinente. J'aime beaucoup l'explication et les images parce que du coup c'est très très clair. Je pense que vous êtes bien installés sur votre canapé. Partagez cette émission. Zouzou, tu as parlé de ton école. Tu dis qu'elle est fermée aujourd'hui. On sent que tu aimes transmettre. On sent que on voit que tu es un enseignant. Hein, on l'entend. Qu'est-ce que tu transmettais dans cette école? Déjà, pourquoi tu l'as montée? Et quel était le message principal lors de cette époque? Alors, beaucoup de philosophie personnelle et un besoin de famille. Ça veut dire que par rapport aux turpitudes de ma vie, j'ai eu besoin de m'inscrire dans la famille de l'humanité, au-delà même de la famille du sang. Et j'essaie de réfléchir sur les raisons du mal. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de conflits et quelle était la logique du système d'une existence humaine. Et j'aime beaucoup les mathématiques, j'aime beaucoup aussi la phrase de Galilée qui dit que la nature est écrite en langage mathématique, et je crois que c'est Albert Einstein qui disait « Dieu ne joue pas au dé », parce que j'ai une certaine spiritualité. Et je me suis rendu compte en fait que la vie va nous éprouver. Et quand elle nous éprouve, elle provoque en nous des mécanismes de défense
qu'ils vont être manifestés dans une intelligence dans le but d'avoir une efficacité au désir escompté, donc le besoin de se protéger. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie s'inscrivait dans un système martial. Et j'ai décidé de créer une école sur le développement personnel par la culture martiale, la culture de guerre. L'art martial, c'est l'art de la guerre, l'art de la confrontation. Et celui qui est capable de vaincre instaure la paix. Donc c'est pour ça que dans son absolu, l'art martial, c'est l'art de la paix, puisqu'on va détruire ceux qui nous oppressent. Et au-delà même de cette image martiale, je me suis rendu compte qu'elle était mathématique. Si on parle de l'école de la vie, je me suis rendu compte qu'effectivement la vie est une classe de mathématiques. Quand on va dans un cours de mathématiques, on rencontre des problèmes. Les problèmes nous emmènent à chercher des solutions. Les solutions nous libèrent et nous permettent d'instaurer pendant un long moment une paix individuelle et collective. Donc, je me suis rendu compte, si je devais mettre un peu de spiritualité, que le bon Dieu est un prof de maths qui nous envoie dans un cours de mathématiques qui est la vie. Et dans ce cours de mathématiques, il nous éprouve pour nous révéler en nous l'intelligence que lui possède et que nous devons découvrir comme un professeur qui enseigne pour que l'élève arrive sur le même pied d'égalité à la solution que lui-même, tel que le principe éducatif d'un père ou d'une mère qui va transmettre du savoir pour qu'au minimum, l'enfant soit sur le même pied d'égalité de connaissance que les parents et que dans son absolu, il aille beaucoup plus loin. C'est pour ça, dans le milieu martial, je dis toujours à mes élèves, quand vous voulez respecter votre professeur, soyez aussi fort que lui. Quand vous voulez le récompenser, soyez plus fort pour lui apprendre ce qu'il n'a jamais vu. Et donc, c'est pour cela que je me suis rendu compte que les agressions idéologiques, physiques, ne pouvaient se soustraire à la pensée des arts martiaux, qui était celle de répondre à une agression physique par la géométrie des corps et à une agression psychologique par la constitution des idées. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette école-là, pour permettre à des personnes d'obtenir des réponses et surtout aussi d'être dans l'ingénierie de la construction des réponses de demain aux diverses problématiques que la vie nous oppose. Et quels ont été les fruits, justement? Comment tes élèves, qu'est-ce que certains élèves t'ont dit et qui t'a fait plaisir, toi, personnellement? Alors, ils sont aujourd'hui toujours en formation parce que l'école m'a permis déjà de les structurer dans la base de la compréhension de la problématique et de sa résolution. Après, nous avons trouvé une correspondance entre les arts martiaux et la société à travers des organisations non gouvernementales de défense des droits civiques, puisque dans la société, quand on vous agresse, la réponse martiale, elle est judiciaire, c'est le droit. Donc le droit est une parade à l'agression sociétale. Et c'est pour ça que dans la justice, vous avez la déesse Thémis, qui porte les attributs des arts martiaux. On a d'une manière délibérée, nous avons laissé concéder à l'État le droit de nous protéger. Donc on a concédé notre protection individuelle pour une protection collective. Donc notre principe, la réponse martiale que nous apportons à nos agressions, elle se fait dans les institutions, notamment la justice, qui est la garante de la paix publique. Et donc, de cette école, ils ont basculé vers une correspondance, on va dire, sociétale, en apprenant le droit. Et aujourd'hui, certains de mes élèves sont impliqués en politique pour améliorer cette société. Et le label qui correspond par extension à la pensée martiale, c'est que j'ai mis en place, c'est les bâtisseurs d'égalité. D'accord. Et en quoi c'est important de connaître ses droits? Il y a beaucoup de lois en France et la majorité des Français ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que tu peux nous dire, Zouzou, aujourd'hui, ou en quoi c'est important de connaître ses droits? Alors, c'est vrai que le droit est multiple, il y a plusieurs juridictions, mais nous, pour être fidèles à la pensée martiale, nous nous sommes concentrés sur la juridiction pénale, qui est la plus répressive. Et comme c'est la plus répressive, la plus coercitive, elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens à la manifestation de la vérité.
j'en veux pour exemple que quand vous êtes au travail et que vous avez un souci et que vous voulez aller au prud'homme, pendant longtemps, vous n'aviez pas le droit d'employer ce qu'on appelle la preuve déloyale. Un enregistrement, par exemple, à l'insu de votre employeur ou d'un collègue. Par contre, la justice pénale, à travers l'article 427 du Code de procédure pénale, permet de justifier par tout moyen la preuve d'un préjudice et, on va dire, contradictoirement discuter devant le magistrat. Et ça, on a les jurisprudences Bettencourt. Donc, on voit bien que la juridiction pénale, vu qu'elle peut incarcérer, vu qu'elle peut priver de liberté, accepte tout ce qui peut permettre d'aider à la manifestation de la vérité. Donc, celle qui incarcère, c'est le pénal. Et que le civil, c'est souvent dossier sur dossier et indemnité. Donc, elles sont moins dissuasives. Et donc, aujourd'hui, on a essayé de cibler les 3 virus, en fait, qu'on peut rencontrer la plupart du temps dans le travail ou dans la société. On a appelé ça HDR. Harcèlement, discrimination, racisme. Et mes élèves sont spécialisés dans la résolution de ces problématiques-là. Pourquoi vous avez avoir un enfant qui a étudié correctement, qui a, on va dire, réussi à obtenir son emploi, qui est très honnête et il tombe sur un chef-faillon qui l'harcèle. L'harcèlement aussi n'a pas la vision des couleurs. Et là, vous avez des personnes qui dépriment, qui dépérissent et qui finissent par se suicider. Donc aujourd'hui, l'harcèlement est aussi une cause nationale et on considère aujourd'hui que oui, effectivement, d'abord être accompagné, parce qu'on dit toujours qu'une personne qui guérit est un peu médecin après sa guérison. Donc quand vous accompagnez une victime, elle garde des automatismes du droit et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse écho de la nécessité à ne pas bafouer les textes qui régissent et qui préservent nos libertés et aussi être au plus proche des victimes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque connaissant est responsable de son ignorant. Il y a une responsabilité de ceux qui savent pour aider ceux qui ne savent pas, parce que s'il n'y a pas ce process d'apporter le droit, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le droit, vous êtes dans le système animalier. La vie du loup et la mort de la brebis, la loi du plus fort règne toujours. Donc, on ne peut pas se soustraire de ça, mais c'est vrai que il y a dans le milieu un peu judiciaire une phrase qui est un peu choquante, mais elle était obligatoire pour pouvoir instaurer l'État judiciaire. C'est nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, les avocats ne connaissent pas tous les textes, mais on part sur le principe que si les gens viennent dire oui, mais j'étais pas au courant, la justice ne fonctionnerait pas parce que se cacherait derrière l'ignorance. Mais il est de notre devoir, pour ceux qui sont engagés, pour ceux qui ont la solidarité à cœur, d'être à l'écoute des turpitudes de la société, des problématiques des gens pour les accompagner dans leurs blessures et après avoir des structures qui puissent permettre ce qu'on appelle l'accès au droit et aider les personnes à avoir cette vocation et cette formation d'acquisition et de transmission. Ben, merci beaucoup, Zouzou. Je suis très touchée par ce que tu dis parce que déjà, moi, je suis dans le domaine des ressources humaines et je défends mais vraiment le management bienveillant. Donc, tout ce que tu dis me parle complètement. Je suis reconnue là où je travaille pour vraiment veiller à ce qu'on soit juste. Voilà. Et 4V Event, en tout cas, le nouveau concept est né grâce à ces choses-là. Les sujets de burn-out, de dépression nous ont tellement touchés qu'on a voulu mettre en avant le bien-être. Et avec les périodes de Covid, de confinement, etc., on s'est dit non, l'être humain a besoin de prendre soin de lui. Et sur 4V, on a besoin d'experts pour pouvoir accompagner, aider, soutenir les personnes qui sont perdues, qui sont plus bas et qui n'ont pas forcément cette connaissance. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ce que tu me dis depuis le début, parce qu'il y a vraiment cette volonté de transmettre, de soutenir, d'aider, de rendre, de ne pas laisser en fait l'homme ignorant. On sent que tu as cette volonté-là vraiment d'éclairer et ça colle complètement avec notre vision et nos valeurs. Donc encore une fois, merci d'être présent, Zouzou. Alors là, on va parler un peu de ton parcours de vie, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu es cet homme, parce que voilà, tu as quand même une façon de t'exprimer. Je pense que tu es quelqu'un qui aime la lecture. Pour toi, c'est important la lecture ou la curiosité, tout simplement, l'enrichissement personnel de connaissances? On va dire que j'ai voulu sortir de vraiment des turpitudes de l'ignorance et je pense que, alors, j'ai commencé par lire le dictionnaire.
pour avoir une meilleure lexicologie, comprendre les mots. Ah ouais. Parce que les mots, pour moi, sont les vêtements des émotions. Ok. Elles habillent l'émotion, mais elles ne vous donneront jamais la couleur de l'émotion. Je m'explique. Si vous avez des mots larges, par exemple comme un drap très large, vous allez ressentir une présence, mais vous aurez du mal à définir la silhouette. Si vous avez des mots collés en latex, vous verrez parfaitement la silhouette, mais si ce latex est opaque, vous ne connaîtrez pas la couleur de la personne qui est à l'intérieur. On ne connaît jamais la couleur de nos émotions, mais on peut avoir la silhouette de nos émotions. Donc, pour moi, les mots, c'est comme une garde-robe de l'esprit. On habille nos émotions, donc c'est pour ça que les mots ne seront jamais fidèles aux émotions, mais apporteront une certaine approche, une certaine proximité. Donc, c'est pour ça que plus on a des mots proches et plus nos sentiments seront compris de la part de nos interlocuteurs. Je crois que c'est Aristote qui disait dans la réfutation sophiste que l'erreur se trouve dans la ressemblance et la ressemblance dans le discours. Il faut faire attention au conflit des homonymes parce que un je t'aime, pour deux personnes qui se disent je t'aime, l'autre c'est peut-être un je t'aime de je suis content que tu sois dans ma vie pour pas que je sois seul, je suis content parce que tu m'as donné des enfants, et un jour on se rend compte que les je t'aime ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est le même. Donc, être précis dans le langage est important pour éviter la confusion des genres et cette phrase « Ah, c'est pas ce que j'ai voulu dire ». Donc, j'ai d'abord commencé le process de lire le dictionnaire et ce ne sont que des vêtements. Puis après apparaissent le style. Et le style, ce qui va donner de l'élégance aux vêtements, c'est l'allure, c'est la morphologie. Et ça, c'est les idées. Et j'ai après, par la suite, lu beaucoup de livres de citations qui portent les idées. Et après, parce que les citations, c'est un peu comme un titre d'un livre, ça résume en une phrase une pensée assez profonde. Et après, par la suite, j'ai décidé d'innover, de créer mes propres citations et de poser aussi mes propres idées. Mais le process, c'était déjà d'avoir des mots pour ne pas être dans l'ignorance, parce que demain, vous allez dire ce sentiment est indicible, celui qui ne sait pas est dans le même état qu'un enfant, quoi. Qu'un enfant qui ne sait pas. Donc, ça vous renvoie à une certaine fragilité infantile. Et c'est pour cela qu'avoir au moins des mots, c'est la première étape pour ne pas se retrouver à la merci, peut-être, de gens malveillants qui, à travers les mots, vont vous manipuler. Parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Et après, les mots ne suffisent pas. C'est pour ça qu'on parle des fois d'éléments de langage en politique. Ce sont des mots qui sonnent bien, mais qui sont creux ou incompréhensibles, un peu comme une personne qui va écouter une chanson anglaise, mais ne comprend pas l'anglais, mais il aime bien la mélodie. Donc les mots donnent une mélodie aux émotions, mais il est préférable aussi de comprendre le texte. Et c'est pour ça que les idées, après, la lecture, la compréhension, parce que même la lecture, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on lit, on ressuscite l'auteur en lui prêtant notre voix. Et c'est intéressant de revenir à cet égrégore qui nous permet d'être dans cette sagesse de l'humanité et de pouvoir récupérer du passé les éléments qui nous aideront à nous construire pour l'avenir. Et c'est pour ça que même nos vies, en règle générale, restent toujours un rappel. Et c'est pour ça que le travail du vocabulaire, de l'idée et aussi de l'écoute pour l'originalité de notre prochain, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble. Et c'est l'ensemble de ces choses-là, le dictionnaire pour la précision, les idées pour la construction et l'écoute pour l'évolution, le partage et la communion. Et voilà les éléments que je trouve indispensables à la bâtisse de la spiritualité, de la personnalité d'un individu. Ok. Quelles formations ou rencontres ont été décisives pour toi dans ton cheminement personnel? Bruce Lee, Bouddha, pour la manière de se détacher, la résilience, la réinitialisation par zéro. Je crois que même Bouddha, après, on va dire, si je refais un peu un retour de mémoire dans ma période scolaire, c'est un peu ce que Descartes disait dans « Je pense donc je suis ». Un doute radical, systématique et volontaire pour arriver à une vérité indubitable. Le « Je pense donc je suis », donc la conscience de l'existence
en rejetant tout ce qu'on a pu apprendre pour reconstruire l'individu, une renaissance par l'initiation. Donc Bouddha, ça a été une personne après Bruce Lee importante, et il y en a une que je ne peux pas mettre de côté et qui a bien complété le tout dans le triptyque, la symbolique du Christ. Mm. Porter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je préfère être détesté pour ce que je suis qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. En vérité, je vous le dis. Mm. Et aussi cette notion de compassion, de miséricorde et d'acceptation du défaut de l'autre pour qu'elle soit l'exercice de notre intelligence. Et donc, j'ai la passion du Christ. J'ai beaucoup regardé en étant jeune. Ça m'a beaucoup aidé à assumer ma vérité et ne pas être dans la peur, dans le complexe de ne pas être accepté par l'autre. Tandis que émettre sa vérité est une sélection naturelle, car les oiseaux du même plumage volent en compagnie. Donc voilà un petit peu les personnalités et les ouvrages qui m'ont aidé à me structurer plus que d'autres. Donc nous sommes avec Zouzou Taka qui s'exprime à cœur ouvert aujourd'hui avec nous. Zouzou, aujourd'hui tu es un homme réfléchi, ancré spirituellement. Là tu as cité donc les personnages qui t'avaient marqué, inspiré. Et qu'est-ce qui t'a mené à cette forme d'élévation intérieure? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu peux nous transmettre aujourd'hui? La rencontre avec la causalité, puisqu'à un moment donné, vous découvrez les religions, vous voyez qu'elles sont différentes en fonction des cultures, des appartements, on dirait, dans les quartiers, mais un peu mathématicien dans l'âme, je me suis dit que quand on a un pluriel, on a forcément un singulier. Mais quand on a un singulier, on n'a pas forcément un pluriel. Et c'est la cause créative, le premier mouvement de la création. Et donc, à partir de là, je me suis dit que je n'ai pas décidé de ma vie et qu'il y a bien une cause, parce que je ne suis que la conséquence de quelque chose et la répercussion d'un avenir. Et à partir de là, mon inscription auprès, alors, ça reste aujourd'hui ma croyance propre en un créateur ou une valeur créatrice, pour mettre un peu de féminin. Et aujourd'hui, découvrir en fait le scénario qu'il m'a réservé, et presque dans l'administration divine, je me suis inscrit en tant que fonctionnaire dans un service public. Me dire qu'aujourd'hui, par gratitude de la vie qui m'est donnée au quotidien, puisque quand je me réveille le matin, c'est ni mes parents qui me sont chers, qui me font respirer, mais bien cette causalité que d'autres appelleraient la providence, je lui dois ma gratitude pour cette existence, pour cette intelligence, parce que souvent on me dit, mais tu es vastement intelligent. Je dis non, c'est un peu de la triche. Mon intelligence, c'est quand le bon Dieu me souffle les réponses, d'où viennent les idées. Donc c'est pour cela que par la recherche de la causalité, il y a beaucoup d'humilité qui nous gagne, et cette volonté de servir. C'est pour ça que j'avais offert à un ami dans son association une citation qui dit « Aider, c'est une autre façon d'aimer ». Donc aujourd'hui, pour moi, ma relation à Dieu ou à la création même, à l'élément de la création même, est très important pour dessiner un monde d'harmonie, comme un peu des pièces de puzzle qui s'épousent, mais qui ne s'attachent pas. Et c'est pour cela que quand on regarde un puzzle, et que vous avez un puzzle de 1000 pièces, et qu'il vous manque une pièce, le puzzle est inachevé. Quand un être est négligé, tout vous semble dépeuplé. Ça veut dire que pour moi, on ne néglige aucun individu. Même le plus déviant, même le plus horrible, a la possibilité un jour de faire émerger par l'exposition qui crée la nécessité
d'exposer en fait de lui-même sa qualité. Et juste pour terminer avec ça, c'est un peu le syndrome de l'excrément. Mhm. L'excrément pour l'ignorant, on va dire l'excrément change de nom en fonction de l'intelligence. Quelqu'un qui est ignorant va le jeter. Il dit mais ça sert à rien, ça sent mauvais, ça n'a rien à faire là. Celui qui est intelligent comprendra que ce n'est pas de l'excrément mais c'est de l'engrais. Pourtant c'est la même matière. Et donc c'est un petit peu ça. Ça veut dire que celui qu'on trouve qui est répulsif, qui est répugnant, qui ne sert à rien dans cette vie, et qu'on veut le rejeter, c'est qu'on a oublié l'apport de l'intelligence. Car s'il est un problème, il est l'exercice de notre intelligence. Et c'est à partir de là qu'on rejoint Pangloss, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais tout dépend de là où on se positionne. Donc c'est un petit peu ça, ma manière de voir les choses. Et aujourd'hui, d'essayer de répondre de mon vivant, même si je suis un petit peu à la retraite par rapport à des soucis de santé qui font que je me suis mis un peu en retrait. C'est ma manière à moi un petit peu d'apporter ma contribution à la résolution des problématiques de cette vie pour instaurer ensemble une paix, une plus grande harmonie entre les êtres humains. Magnifique. Zouzou, on va parler un peu de développement personnel. Donc on aime ce sujet sur 4V. Tu proposes aujourd'hui une forme de coaching unique mêlant développement personnel et arts martiaux. Peux-tu nous expliquer ce que tu proposes exactement ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je propose, c'est que les personnes puissent acquérir cette connaissance qui déjà leur permet de se protéger, un petit peu à la vertu d'un éléphant. On dit souvent que le lion est le roi de la forêt, mais il est le roi de la forêt tant que l'éléphant lui permet. Si demain l'éléphant dit c'est moi le roi de la forêt, il pèse 7 tonnes, j'ai jamais vu un lion attaquer un éléphant. Le volume d'intelligence, la vertu et les valeurs possédées par l'éléphant devrait être un modèle totémique à suivre. Ça veut dire que l'éléphant détient cette force martiale pour créer la dissuasion, mais pourtant c'est un animal familial. On ne dit même pas qu'il a une corne, il a des défenses, donc il protège. Et il permet aussi de transporter les personnes d'un point A à un point B. Quand vous regardez par exemple en Inde, les tigres n'osent pas attaquer les Indiens qui sont à dos d'éléphant parce qu'il est dissuasif. Et donc, la dissuasion se fait par la connaissance. Vous imaginez que si tous nos enfants maîtrisaient les arts martiaux, ça dissuaderait. Parce que le voleur, dans mes cours de développement personnel, est une personne qui est malade. Elle vole parce qu'elle a l'impression qu'elle va rester en vie. Demain, dites à quelqu'un, si tu voles un portable, tu meurs à la seconde, il ne va pas voler le portable. Pourquoi on ne vole pas un portable à Teddy Riner ou à Tyson ? Parce qu'il y a une riposte qui peut être donnée. Pourtant, ce sont des personnes qui peuvent être en paix. Mais la force martiale qu'ils détiennent dissuade. Et pareil pour les idées. On ne raconte pas des bêtises à quelqu'un qui est éclairé. Donc, la construction de la réponse à l'agression physique par la géométrie des corps et à l'agression idéologique par l'universalité et la fatalité que peut procurer certaines idées sont des manières de mieux se protéger pour permettre après une meilleure liberté d'expression de soi. Et c'est pour ça que je donne un exemple. Vous allez dire à une personne qui dit « Oui, mais bon, j'ai pas beaucoup de chance dans ma vie, je comprends pas tout, comment ça se fait que ça se passe comme ça ?» Dans la vie, quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. C'est une phrase simple, mais qui est très universelle et qui porte une certaine fatalité. À défaut d'eux, apprécie ce que tu as. Ne néglige pas l'instant. Et c'est pour ça que avoir des répliques, des idées, protège aussi. Effectivement. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me décaler un peu de pas mal de coachs parce que j'ai l'impression que dans le développement personnel actuel, il y a beaucoup de théorèmes et très peu de cas d'espèce qui permettent de résoudre pragmatiquement les problèmes. On va vous dire oui, motive-toi le matin, tu devrais te donner une discipline de travail, toujours voir positif. Oui, c'est des théorèmes. Mais concrètement sur le terrain, quand la personne m'harcèle, si tu m'as pas appris exactement les mots, la structure de phrase, moi je pars motivé. Mais bon, la volonté ne fait pas l'intelligence. Donc il y a beaucoup de volonté dans énormément de livres de développement personnel, mais il n'y a pas de concret. Moi, je donne un exemple. Quand une personne a un problème dans le logement indigne,
On va filmer, on va être mandaté, on va déposer plainte et la vie va changer. La personne voit le bailleur qui vient, qui propose un déménagement, qui fait quelque chose. Il y a du concret. Je pense que, et après vous avez certains coachs qui facturent énormément les accompagnements, mais ils se dédouanent de ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Un peu comme un médecin et comme un avocat, ils n'ont pas d'obligation de résultat. Ils ont une obligation du respect du protocole. Nous, on essaye de s'inscrire dans une obligation de résultat. Ça veut dire que si on t'accompagne, il faut qu'il y ait un résultat concret. Et la liberté qu'on offre à un individu, c'est l'enseignement d'une intelligence. Parce que quand on est doté de la connaissance, on est libre. La prison, c'est l'ignorance. Si on m'enferme quelque part, je ne sais pas m'évader, donc je suis ignorant de la capacité d'évasion, donc je suis enfermé. Mais si je sais m'évader, je ne suis pas enfermé. Donc c'est pareil, ça veut dire que si j'ai les réponses, je ne peux pas être emprisonné par une idéologie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'apporter au support déjà qui était important de tous ceux qui ont commencé le développement personnel, une manière beaucoup plus efficace d'obtenir, on va dire de permettre aux gens d'obtenir du concret dans leur vie, quelque chose de palpable, et pas simplement du ressenti et une dopamine de volonté. Parce que demain, je peux avoir la volonté de me dire je battrai un lion, on m'enferme dans une cage, si j'ai pas un chalumeau, un fusil... indirectement, c'est un peu du suicide déguisé, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de proposer ça. Je suis maintenant un peu en retraite, mais mes élèves sont prêts à discuter avec des coachs. Et on dit souvent, c'est la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Et nous, on a fait nos preuves. Car dire fait rire, faire fait taire. Et aujourd'hui, la capacité à résoudre d'une manière concrète la problématique des gens ou les éveiller ou les élever de façon à ce qu'ils se sentent métamorphosés, parce que on parle beaucoup de mutation humaine. L'âme mute en fonction de l'intelligence qu'on gagne. Je suis lapin petit, moi j'étais fragile. Et l'intelligence, les arts martiaux ont fait de moi un pachyderme aujourd'hui, herbivore mais féroce. Ok. Alors, tu rencontres beaucoup de monde, tu accompagnes du monde. Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as pu remarquer? Parce qu'on parle beaucoup de développement personnel. C'est qu'il y a quelque chose, la société est malade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont autant besoin d'être coachés aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours existé? Voilà, je me pose la question. Pour moi, le développuvent personnel existe depuis longtemps, ne serait-ce que dans la religion. Vous ouvrez un livre de religion, c'est un livre de développement personnel. Tu ne tueras point. Vous avez les 10 commandements, donc c'est du développement personnel. Mais à part que des personnes, pour toucher un large panel de personnes, ils ont retiré les éléments un peu mystiques et un peu transcendantal des valeurs de la religion pour arriver à des choses un peu plus universelles, mais le développement personnel est à la nuit des temps. Le développement personnel, il est même à la naissance. L'éducation, c'est le développement personnel. Vos parents vous aident à vous développer. Donc aujourd'hui, les gens, dans leur souffrance, recherchent un parent spirituel. Ils cherchent quelqu'un qui va permettre de les élever à une intelligence qui leur permettra d'apprécier une liberté sans avoir à dépendre d'une procuration d'intelligence. Un enfant lui donne à la base une procuration d'intelligence. C'est nous qui allons le nourrir, le nettoyer, mais on essaie de faire en sorte que ce temps-là soit court pour qu'ils deviennent autonomes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se sentent emprisonnés par différentes agressions de la vie et ils recherchent cette connaissance qui leur permettra d'apporter une réponse. Le but de la vie n'est pas de détruire le virus, mais d'avoir on appelle ça l'antibiotique. Mais je pense qu'aujourd'hui, le développement personnel tel que je le vois, c'est plus un aspirine. Ça soulage les petits maux, mais... Il y a encore des gens qui souffrent. Et si le développement personnel avait tant de succès, je ne pense pas qu'il y aura autant de massacres au Congo. Puisque le développement personnel, c'est pour moi, dans son aboutissement, l'élévation d'un individu à l'intelligence, à la responsabilité et à la mission de la solidarité pour déjà relever, protéger les plus fragilisés et se conjuguer à l'ingéniosité de tout un chacun pour construire ensemble une bâtisse de prospérité au sein d'une société humaine et universelle. Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, on se dit qu'il y a une fragilité quelque part. Comme tu dis qu'il y a une fragilité. Comme un enfant. Tu dis que finalement, ces gens recherchent un parent. J'aime bien l'image que tu as donnée. En fait, les gens recherchent un parent. Donc, c'est qu'il y a une carence, il y a un manque. Bien sûr. Est-ce que c'est pas parce que les gens expriment plus facilement aujourd'hui leur fragilité? Des fois, c'est la nécessité. Quand il y a le feu, t'écoutes le premier qui dit qu'il y a un peu d'eau.
Mais oui, il y a le feu. C'est J'ai le feu dans ma maison. Tu me dis que tu as un peu d'eau, donne quand même, hein, même si c'est qu'une tasse, si ça peut calmer un petit peu la brûlure que j'ai derrière. Donc, comme je dis, nécessité fait loi. Je pense qu'aujourd'hui, des gens cherchent une certaine quiétude parce que la paix est la base après de l'expression de notre liberté, de notre ingéniosité. Mais s'il n'y a pas cette paix-là, c'est très compliqué. Il est difficile d'admirer le ciel quand on a un caillou dans sa chaussure. Il y a des gens, ils ont des bouts de verre, hein, c'est pas des cailloux, c'est des bouts de verre qu'il y a dans les chaussures. Donc ça saigne, ça fait mal. Hein. Donc à un moment donné, on te propose de retirer la chaussure. Déjà, ça soulage, mais ça veut pas dire que la prochaine chaussure, il n'y a pas des bouts de verre dedans. C'est ça. Parce qu'on en fait, il y a des gens qui mettent leurs pieds dans des chaussures sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail collectif. Moi, je prends ma part de responsabilité pour apporter du mieux que je le peux cette pièce de puzzle d'intelligence que la vie me donne, qui va s'associer à d'autres intelligences pour une intelligence collective et protectrice de tous, comme un peu se fait la nation française. La justice, les textes de loi, c'est pas la réflexion d'une personne, c'est l'union de la sagesse populaire. C'est beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont, comment on appelle ça, ont cristallisé, ont inscrit dans le marbre les sagesses. C'est pour ça qu'on reprend encore ce qu'on disait tout à l'heure, personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble, et la plupart des encres, on vaut mieux que la meilleure des mémoires. Et nous avons tous un devoir de mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la société, après, je le disais tout à l'heure à une des personnes qui était dans le studio, c'est qu'il ne faut pas confondre l'art de vivre et l'art de gouverner. Celui qui gouverne n'a pas les mêmes prérogatives que celui qui veut vivre. Le poulet et la chèvre n'ont pas les mêmes prérogatives que le fermier qui les gère. Le fermier il se dit, bon, il faut que j'arrive à faire reproduire un peu les bêtes, mais quelques-uns vont aller à l'abattoir. Donc, c'est pas la même vision, tandis que la vache ne veut pas aller à l'abattoir. Et si on lui disait qu'il y avait l'abattoir, il y aurait une certaine rébellion dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que le citoyen est un peu perdu entre cette volonté de vivre en paix avec la méconnaissance de comment on appelle ça, du schéma ou de l'organisation de ceux qui nous gouvernent. Et je pense qu'à un moment donné, l'éveil de la population pour retrouver sa souveraineté permettra aux gens de mieux vivre. Donc c'est pour ça que je partirai vraiment sur ce principe-là, que les gens sont à la recherche d'une paix intérieure, mais il ne faut pas qu'ils se trompent de domaine. Et c'est pour cela que ceux qui nous gouvernent utilisent l'art de la guerre. Et j'aimerais bien prendre cet art de la guerre pour le rapporter à la sagesse populaire, pour que les gens puissent se doter de ces mécanismes-là et de ces mécanismes-là pour, entre guillemets, mieux se protéger. Et quand ils se sentiront mieux protégés, se rappeler que leur protection est liée à une transmission éducative et que dans cette gratitude-là, eux aussi doivent s'inscrire dans une chaîne de relais à la connaissance pour mieux protéger les futures générations ou les plus fragilisés de leur environnement. Ok. Alors, concernant les arts martiaux, j'ai une dernière question sur ce sujet-là. Qu'est-ce que les arts martiaux t'ont appris sur la vie, sur l'humain et sur toi-même? Alors, les arts martiaux ont ouvert des portes de qualité, parce qu'on n'apprend pas aux gens en réveillant en eux. Donc je dirais que les arts martiaux ont réveillé en moi une force de mutation. Comme j'ai dit tout à l'heure, on naît avec la fragilité d'un lapin, et en se confrontant à la vie, en découvrant des solutions, on peut finir lion, rhinocéros, éléphant, baleine. Tout dépend du niveau de l'évolution qu'on a dans la vie. Donc les arts martiaux m'ont permis déjà de me révéler à des forces insoupçonnées, m'ont permis de me réconcilier avec la misère, parce que je reprendrai la phrase de Victor Hugo qui disait « On ne peut pas détruire la souffrance, mais on peut détruire la misère. La souffrance est inhérente à l'être humain, et la misère est comme une maladie du corps social, donc elle peut être détruite comme un virus. » Donc je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait un bénéfice dans le mal qu'on rencontre dans la vie dès l'instant qu'on s'inscrit dans une intelligence évolutive
à trouver une solution. Donc les arts martiaux, c'est cet exercice, un peu comme un scientifique devant une équation à 7-8 inconnus, où il est passionné de se dire que un jour je trouverai la solution. Donc les arts martiaux m'ont permis de me réconcilier avec le mal. Et donc si le mal n'est plus le mal, est devenu une passion, il n'y a que du bien partout. Donc voilà, donc c'est pour cela, et même ce matin j'écrivais encore dans mes mémoires que ce sont nos attentes qui créent les imperfections. Si vous n'avez pas d'attente, il n'y a pas d'imperfection. Et tout est parfait dans ce monde. C'est pour ça que les scientifiques disent souvent qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des expériences. Yes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que ton enseignement aide? Parce que tu as parlé de beaucoup de choses et c'est magnifique de voir des personnes aussi engagées que toi. On sent que ça vient du cœur, on sent une sincérité. On sent vraiment une passion. Mais qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois une transformation, quand tu vois que tu arrives à apaiser les autres? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Même si tu es un homme qui est très... Tu parles pas beaucoup de toi-même. Tu es très... Voilà, tu es humble aussi. Mais voilà, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu ressens, toi? Pour moi, de l'autre côté, déjà d'une, c'est de la gratitude. Ça veut dire que je me dis que devant ma croyance qui me donne la vie, l'existence, j'ai fait mon devoir. Celui de contribuer à une solidarité, à une protection, à une émergence. Et le fait de voir des personnes changer, s'éveiller, déjà c'est une sécurité, parce que c'est une intelligence qui est partagée. Je me dis, je suis plus seul. Vous êtes un lapin, vous arrivez à reproduire un autre lapin, ben, il y a 2 lapins. D'accord. Donc plus il y a des gens qui s'éveillent dans la vie, plus de l'autre côté, c'est ma famille qui s'agrandit. Tout à fait. Et ma famille s'agrandit dans la fortification de cet esprit de combativité. Quand on a une famille, on la protège. Et encore, en fait, depuis tout à l'heure, vous remarquez bien, il y a le champ lexical des arts martiaux qui est tout le temps. Oui, c'est ça en fait. Et quand on analyse bien, bah, comment peut-on se soustraire de là? Et après, j'ai aussi ce plaisir aussi de découvrir les vertus qui, des fois, bah, regardez, une graine. Si vous voulez manger des pommes et que je vous donne une graine, vous dites, mais j'en veux pas, moi je veux une pomme. Celui qui n'est pas patient ne mangera pas de pomme. Parce que celui qui est patient prendra cette graine, va la cultiver dans une terre fertile, attendra qu'elle s'enracine, devienne un arbre solide, puis après donne des fruits. Et ben, voir des gens produire des fruits de solidarité, pour moi, c'est enrichir la nature de l'humanité dans sa diversité. Et donc, moi-même, qui fais partie d'un élément de la nature, c'est une conjugaison. Et quand on conjugue, on est dans cette fusion, dans cette passion. Donc forcément, l'éveil des autres est la satisfaction de mon être. Et donc forcément, je suis épanoui parce que je rencontre ma famille et même quand elle est différente, je vais la construire. Ça veut dire que la personne qui est différente de nous, on va construire en elle les éléments d'intelligence, les éléments d'harmonie qui fera qu'on va se réconcilier, qu'on va s'aimer, qu'on va s'apprécier et qu'on va pouvoir avancer ensemble sur les chemins de la vie. Je crois qu'il y a une citation qui dit « Les chaînes de la vie sont parfois si lourdes qu'il est préférable d'être à 2 pour pouvoir les porter. » Donc voilà un petit peu. Magnifique. Zouzou, tu es multiple casquettes. Hein. Tu as une expérience d'agent de sûreté. Alors, comment tu le dis? Sûreté corporelle, Expert en sûreté civile. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, on va dire que concrètement, dans la société, j'étais un ancien agent de la surveillance générale, ce qu'on appelle la police ferroviaire plus vulgairement. Donc, j'étais un professionnel de la protection des biens et personnes pour la grande entreprise nationale qui est la SNCF. Donc, j'ai été formé au droit, à l'utilisation de l'arme, donc encore un principe martial, et un art martial aussi dans son absolu, parce que les policiers ne font pas des sports de combat. Ils font ce qu'on appelle des interpellations. On nous apprend à nous soustraire à l'agression, et c'est pas un milieu vraiment, on va dire, c'est pas le champ lexical des sports de combat. C'est vraiment
l'art martial dans sa version la plus pure. Donc j'avais un pistolet, une gazeuse, un tonfa, donc pour certains on pourrait dire presque une sorte de bâton de défense. Et donc j'ai appris à l'utiliser dans un cadre légal, j'ai appris à créer la correspondance entre un acte et sa correspondance légale au niveau de la loi, et la cohérence pour interpeller, protéger aussi bien donc les voyageurs que les biens de la SNCF. Après, par la suite, étant donné que j'ai ouvert une école de développement personnel par la culture martiale, donc cette connaissance que j'ai eue, qui aujourd'hui s'inscrit jusqu'au milieu de la politique, fait que mes résultats me permettent aujourd'hui d'être dans l'expertise. Alors, cette expertise, je la dois non pas à une certaine mégalomanie ou à un ego démesuré, mais à ces gens qui nous gouvernent, qui aujourd'hui me confient la responsabilité d'un grand nombre dans la rédaction de manuels de protection et de formation pour l'intérêt général. Je donne un exemple, malgré que je suis encore à la retraite aujourd'hui, vraiment, c'est parce qu'il y a ce lien familial que je me prête à l'exercice de l'interview. Mais avant que la maladie me gagne et que je sois en retrait, on m'avait presque confié 2 millions de personnes en sûreté. Wow. Mes équipes continuent encore sur les travaux, mais ce n'est pas rien. Quand vous avez des personnes délégataires d'une mission de service public qui vous sollicitent pour la protection de 2 millions de personnes, ce n'est pas rien. Et du coup, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Comment tu gères cette sécurité-là? Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est déjà les associations, parce que mes associations de défense des droits civiques interviennent dans les domaines pour détruire la misère, puisque je suis très porté sur la pensée de Victor Hugo, de détruire la misère. Et donc, ils opèrent sur l'habitat, puisque c'est le commencement même de la société. Un bébé qui naît ne doit pas tout de suite arriver dans la moisissure, les rats, les cafards. Donc, le logement indigne, la protection dans le milieu du travail, donc tout ce qui est harcèlement, discrimination, racisme, dans l'obligation de ne pas voir s'exercer une défaillance du service public. Parce que quand vous avez un problème, normalement, ce n'est même pas aux associations d'apporter une réponse, c'est aux associations d'alerter. Nous avons des maires, nous avons des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public qui ont cette obligation d'apporter une réponse à la problématique sociale dès lors que nous avons délégué notre légitime défense personnelle vers une légitime défense collective. Et c'est pour ça que la loi est très sévère en la matière. Je crois que c'est l'article 432-7 du Code pénal qui dit dans ses dispositions, précise on va dire en ces termes, que toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui refuse le bénéfice d'un droit accordé par la loi est punie, je crois, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc la confiance en l'État est très importante, et donc mes actions veillent à ce qu'il y ait cette courroie de transmission et d'action entre nos institutions en charge de notre protection et les citoyens. C'est très intéressant. Alors, je vais te poser une question parce que j'ai un exemple concret et ça peut parler aux personnes qui nous écoutent. Moi, je connais une personne qui vit dans un logement insalubre. Voilà, voir quel conseil tu donnerais. Et qui a fait apparemment toutes les démarches auprès des assistantes sociales, etc. Cette personne a un enfant et elle n'arrive pas à trouver de logement. Elle est en difficulté, elle n'arrive pas à trouver de logement. Alors, pour elle, elle est prioritaire parce qu'elle a un enfant de moins de 10 ans. Elle est seule, c'est une femme seule, mais vraiment, elle ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à ce type de personne, parce que c'est pas la seule. Après, c'est comme vers qui elle doit se tourner. Voilà, la problématique, c'est comme une recette. C'est comme la cuisine. Le propriétaire la menace oui, de la c'est pour ça que en fait, la méconnaissance de la formule, vous savez, quand je parlais de mathématiques, c'est ça. Il y a des formules qui vous permettent d'obtenir 20 sur 20 et il y a la volonté de l'exercice et des formules qui vous emmènent à 0. Donc je pense que la personne qui est victime, ce n'est pas de sa faute, puisque si personne ne lui a appris ou personne ne l'a accompagnée, elle est vraiment victime de ce qu'on a tous été dans notre vie à un moment donné, des ignorants. Puisque l'ignorance est la terre sur laquelle vient de s'envoler l'intelligence. S'il n'y a pas de la terre de l'ignorance, il n'y a pas d'intelligence. Donc on part tous de la même base de l'ignorance. Alors, la méthodologie qu'on emploie qui est très simple. Première chose, filmer, prendre des photos pour immortaliser. Quand on a les moyens, on fait venir un commissaire de justice.
un ancien huissier. Il vient et constate. Ok. Puis par la suite, on va emmener ces images-là à l'endroit des gens qui sont responsables de cette protection, qui est la mairie. Ok. On montre les images, il y a un service d'hygiène et de sécurité. Eux, ils perçoivent. Et en plus, comme ce sont des personnes chargées de mission de service public, si l'état des lieux, le constat fait par la personne et par les services de la ville est désastreux, ils sont dans l'obligation d'activer l'article 40. Donc d'alerter sans délai le procureur de la République qui, lui, parce que c'est un délit pénal, donc peut arrêter la personne et protéger. Parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyens, à l'article 2, nous avons 4 droits sacrés qui sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et celle qui est indispensable à la vie, c'est la sûreté, la protection physique et émotionnelle des gens. Donc l'État a une obligation. C'est pour ça que pendant la période du Covid, il y avait le quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas de société sans êtres humains. Donc, c'est même pas une question de priorité parce qu'il y a un enfant. Dès l'instant que vous êtes un être humain, dans la société française, nos lois nous obligent à nous protéger. Donc le maire a une responsabilité. Et la loi est tellement bien faite quand on la connaît, c'est que le maire peut même engager des travaux dans l'appartement de la personne pour la remettre aux normes d'hygiène et de sécurité et envoyer la facture au propriétaire, au bailleur. Mais en ce moment, il y a une grande campagne contre les marchands de sommeil. Et c'est pour ça que être accompagné d'une association, l'association va apporter un peu le poids institutionnel. Parce que souvent, vous avez des personnes qui sont fragilisées par la situation, ils n'ont plus la force. Et une association va demander un mandat, comme un avocat. Et elle va porter au nom du mandant la parole. Et donc, elle va voir les institutions au nom de la personne. Et la personne se sent accompagnée en solidarité et surtout en pertinence intellectuelle et juridique. Donc, mes organisations font ce travail-là. Donc, on emmène du matériel audiovisuel, on enregistre, témoignages, mandats, services de la ville. Et si le temps des services de la ville, commissariat, pour que le procureur soit au courant de ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'action de déposer plainte n'est pas une petite action. Si vous portez à la connaissance d'une autorité ayant un pouvoir de sanction, on va dire un élément partiellement faux ou complètement faux, vous serez poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Donc quand nos organisations vont dans un commissariat, on mesure toute la conséquence d'une plainte. Mais là, dès l'instant qu'on a les éléments, c'est à la justice de travailler, d'arrêter la personne. Donc là, je pense que la personne que vous êtes en train de citer, par rapport à vos propos dans le cas d'espèce, est victime d'une insuffisance de connaissances et d'accompagnement et de réaction peut-être de ceux qui sont au courant de sa cause. Mais elle est réglable parce que dès l'instant que vous mettez sur la place publique, parce que nous, on a une chaîne où vous voyez en fait nos travaux, par exemple les bâtisseurs d'égalité sur YouTube, et on peut voir tout le travail que mes organisations ont mis en place pour résoudre la problématique des citoyens. Et ça se résout assez rapidement. Mais la connaissance de la loi associée à la solidarité citoyenne compose ces deux éléments nucléaires pour permettre d'avoir une explosion de réussite et de liberté pour celui qui a été oppressé. Alors, Zouzou, ta structure s'appelle Bâtisseur de l'égalité, c'est ça? Bâtisseur d'égalité. Okay. Et si quelqu'un veut aller... Alors ça, c'est mon label politique que je prête pour que les politiques puissent faire preuve de probité. Mais sinon, je vous orienterai vers un de mes meilleurs élèves, Sullivan Jousse. Vous tapez Sullivan Jousse. Il est le président de l'association Les Ouvriers du Vivre Ensemble. Et c'est l'un de mes meilleurs élèves. D'accord. Donc, vous regardez sur Internet, il y a une adresse mail, vous lui envoyez un mail, il sera réactif. Il est aussi élu de la ville de Sevran et n'hésitera en aucun cas, pendant cette période où moi-même je suis en retrait, pour venir en aide ou trouver les personnes qui pourront accompagner cette personne qui, d'après ce que vous me dites, est victime d'une atteinte manifeste à sa dignité. Merci beaucoup parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais de concret. Là, j'ai eu une réponse concrète. Moi-même, j'ai appris. Réponse concrète. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Et aujourd'hui, c'est rassurant de se dire que c'est possible de trouver des solutions. Et vraiment, quand je parle d'insalubrité, c'est vraiment quand il pleut, il y a de l'eau dans la maison avec un enfant, etc. Vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est la destruction de la société. Et les propriétaires menacent
et dis à la personne, bientôt, je te coupe l'électricité. Et c'est pour cela qu'il faut enregistrer quand on vous menace. On a tous des smartphones, vous C'est mettez un horrible. dictaphone. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'article 427 du Code de procédure pénale. On n'est pas dans du civil. La personne enregistre, elle va au commissariat, elle met une clé USB, elle laisse aux policiers. Écoutez bien. Et si les policiers ne font pas le nécessaire à porter à la connaissance du procureur qui a l'opportunité des poursuites, une infraction grave, une atteinte, une mise en danger de la vie d'autrui, l'État sera tenu responsable civilement du préjudice que connaît un citoyen honnête. Donc on ne peut pas se permettre, après, même moi je ne le connaissais pas avant, j'ai subi des injustices, mais c'est en réfléchissant, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vont se spécialiser dans certains domaines. Moi je voulais un panel qui était très large, et en élargissant ma capacité à me plonger dans la problématique de la misère, j'ai découvert différentes solutions rapides et pragmatiques qui permettent aujourd'hui de s'industrialiser, parce que moi on va dire, je l'ai travaillé en matière comme un échantillon. Mon échantillon, j'ai vu qu'elle fonctionnait pour moi et maintenant je l'industrialise à travers mes différentes organisations et j'espère qu'il y aura des vocations, on va dire, en adéquation avec des métiers de tout un chacun, d'avoir cette part de solidarité et d'entraide pour faire en sorte que le tissu social ne se déchire pas, mais qu'elle se consolide par le fil de la solidarité. Merci Zouzou. Alors on arrive bientôt sur la fin de l'émission, c'est tellement riche. On n'a pas envie de s'arrêter, mais en tout cas c'est super concret. Je sais que là où vous êtes, vous apprenez pas mal de choses. On mettra en descriptif de post, bien sûr, toutes les coordonnées utiles que Zouzou nous laissera. Zouzou, tu as un réseau, assez important. Et tout à l'heure, tu m'as expliqué quelque chose de très pertinent et que j'aimerais qu'on dise aussi face à la caméra. Je te demandais, mais comment tu as fait pour avoir ce réseau? Et tu m'as dit qu'il fallait nourrir la nécessité, c'est ça? Comment tu Oui, l'expliques? c'est ça exactement. Je pense que pour outrepasser les, les exclusions idéologiques, les discriminations, toutes ces choses qui nous excluent de la famille humaine, il faut être une nécessité. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans le désert qui dit « je vais jeter l'eau ». Non, l'eau c'est mon ami. Même si je n'aime pas la bouteille, même si la forme ne me plaît pas, même si la couleur, là, il y a une couleur un peu bizarre, mais je sais que non. Il y a plus de vertu que les problèmes que ça va me donner. Parce que si je bois pas cette eau, dans le désert, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela que, quelle que soit votre différence, il faut s'inscrire dans une nécessité. Et la première des nécessités, c'est l'éveil de la sagesse. Dans un monde où les gens ont des maladies psychologiques liées à différentes agressions de la vie, on aime avoir cette sagesse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de développement personnel, ça se développe. Et je pense que être cohérent, avoir une vigilance sur la cohérence, être quelqu'un de solidaire, parce que je donne un exemple, quelqu'un va dire je n'aime pas les personnes de petite taille ou je n'aime pas les noirs. Mais je suis dans le désert, j'ai soif depuis 2 jours. C'est le noir qui a la bouteille là. Faut donner. On le voit dans le cas des médecins. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas ce type de personne et tout. » Mais quand ton enfant a la diarrhée, là, toi, tu sais pas guérir. Tu vas pas demander la culture, la religion, la différence de l'autre. Il faut faire ton devoir de solidarité nationale pour aider mon enfant. Mon sacré, là, je le mets entre tes mains. Parce que ce que tu sais est nécessaire à la préservation de mon sacré. Tout à fait. Et c'est là cette nécessité. Parce que souvent, quand on n'est pas dans cette étape de nécessité, on rentre dans le facultatif et au bon vouloir de l'autre de nous aimer ou de nous désaimer. La nécessité fait loi. Donc, à un moment donné, on ne se détache pas de ce qui nous est nécessaire. Il y a des gens qui peuvent être agacés. Oui, j'en ai marre, je suis pauvre, j'arrive à rien dans ma vie. Arrête de respirer. Ah non, 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 ça va bien, c'est pas mal, on est bien. Donc, les gens, à partir de là, vont voir les choses différemment. Donc, c'est pour ça que quand je parle vraiment de nécessité, c'est de trouver cette qualité qui peut s'inscrire dans le besoin collectif et qui ne peut être négligé. Et déjà, ce qu'on aime beaucoup, c'est la solidarité. C'est pour ça que quand on parle même de l'exploitation du pauvre, qu'est-ce qu'on exploite chez le pauvre? C'est sa solidarité. Elle est nécessaire même pour ceux qui s'enrichissent. C'est très fort. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes quand tu dis qu'à un moment donné, quand ton enfant est malade, tu enlèves tous ces freins psychologiques. J'en parlais récemment. Pourquoi j'en parlais? Je m'adressais en fait aux croyants. Qui sont parfois malheureusement inhumains, racistes, méchants, agressifs, parce que tellement qu'ils sont
enfermée, alors que moi, on me connaît, on m'appelle Sœur Donna, je chante, je fais du gospel, etc. Mais je suis pour l'amour du prochain. Je suis pour l'humanité. Et je disais à un frère, si demain tu as un souci de santé et que tu arrives aux urgences, tu n'auras même pas le temps de demander si le chirurgien en question, il est chrétien ou musulman ou quoi. Tu voudras l'expert, le professionnel, celui qui a fait la formation, qui a l'expérience et l'expertise pour te soigner. Tu vas oublier tout, comme tu disais, la couleur, le rang social, ça va pas être important pour toi. Parce que tu as besoin de cette formation-là qu'il a, de cette connaissance-là, de cette expertise-là qu'il a. Donc, il faut qu'on arrête d'être hypocrite aussi, à un moment donné. Faut qu'on arrête, à un moment donné. Et je profite pour en parler encore parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je rappelle aux gens l'amour, parce que dans tout ce que tu dis, Zouzou, depuis tout à l'heure, c'est l'amour du prochain. Et c'est un message, moi, qui me tient fortement à cœur. À la base, on est là pour avancer dans la solidarité. Et je te remercie pour ces exemples-là. Zouzou, en ce moment, tu traverses une période difficile, donc je vais vraiment te laisser la liberté de dire ce que tu veux dire. Voilà, tu es libre de dire ce que tu veux. Voilà, tu es libre de parler de ta situation. Tu l'as mentionné tout à l'heure, brièvement. Tu as dit que tu étais à la retraite. Tu as dit que tu avais des soucis de santé. Moi, je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails. Mais j'ai envie de te demander juste comment tu vis cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a des soucis de santé, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, et qui a besoin peut-être de ce message que tu vas transmettre, qui va peut-être le fortifier. Comment tu vis cela et quel message tu veux transmettre aujourd'hui sur la vie, sur... Mais c'est vrai que le 27 avril dernier, en allant on va dire que je me suis rendu aux urgences pour un élément qui était pour moi un peu anodin. L'analyse du scanner de beaucoup de choses ont créé la panique chez les médecins. Et c'était en fait un œdème que j'avais à l'œil, mais je pensais pas que c'était si grave que ça. Et il y a eu des complications au niveau de ma structure osseuse cérébrale. Et j'aurais pu y rester. Et qu'aujourd'hui, je suis quand même assez fragilisé. Et quand on vous opère, moi qui suis à un moment donné... alors, quand je veux me transcender, je ne suis pas hypochondriaque, mais comme j'aime bien être un petit peu humain, donc si je peux éviter l'anesthésie générale, j'évite. Et on me dit non, non, on va vous opérer anesthésie générale. Aïe, aïe, aïe. Là, ça commence les arts martiaux. Il faut combattre les émotions qui fait que tu n'as pas envie d'aller au bloc. Après, bon, je les combats, je reviens à la raison, je dis bon, là, c'est nécessaire, il y a ma mère qui est là, je suis son premier-né, elle est inquiète, je vais aller au bloc. À ce moment-là, quand vous sentez que vous n'allez peut-être pas vous réveiller ou ça va peut-être mal se passer, c'est la croyance qui aide. À ce moment-là, je dis, bon, Dieu reprend ce qui est à toi. Cette vie, je ne l'ai pas choisie, tu me l'as donnée. Tu ne me l'as même pas donnée, tu me l'as prêtée. Et je te la rends. Et quand j'ouvre les yeux, et je vois que je suis encore ici, je remercie déjà l'intelligence collective, vive la France, vive la République, quand j'ouvre mes yeux dans la salle de réveil. Mais par contre, ce que je découvre un peu étrangement, c'est l'ablation de certaines émotions. L'émotion de la colère, de l'énervement, cette paix que j'ai portée avant de rendre l'âme, moi qui pensais rendre l'âme, elle a été conservée. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur les choses. J'ai ce qu'on appelle un amplificateur de la conscience de l'amour. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est les gens que j'aime. Et les gens que j'aime, c'est l'humanité en fait, dans toute sa différence. Et aujourd'hui, je chéris quand même la vie de m'avoir conservé, de me donner peut-être un délai pour dire au revoir, parce que tout maintenant est aléatoire, je peux vivre 1 semaine, 3 ans, 30 ans, mais je reste quand même focus sur cette manière d'apprécier l'essentiel, revenir à l'essentiel, celle qui est l'être aimé, comme on dit, qui a un ami sincère. Il n'y a aucune valeur sur cette terre qui vaut un ami sincère. Encore plus plutôt un être aimé. Donc aujourd'hui pour moi, on peut me donner des milliards, je préfère être dans un cirque avec mes amis que d'être enfermé dans une pièce avec 1 milliard de pièces. Les pièces ne me parleront pas. Ce qui va me parler, c'est un ami. C'est une présence. Et aujourd'hui, plus que jamais, même à distance, dans ma retraite, mon intelligence reste à contribution. Mais j'essaye aussi de prendre le temps aussi d'apprécier ce que je n'ai pas eu le temps d'apprécier pendant toutes ces années où j'œuvrais pour mon prochain, ne serait-ce que de contempler l'œuvre du Créateur à travers la nature, à travers l'environnement,
un sourire au loin, toutes ces choses qui peuvent paraître banales, mais qui, c'est peut-être, comme dirait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Zouzou, est-ce que tu as un livre ou un ouvrage ou est-ce que tu écris en ce moment? Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que on a envie de t'écouter 24 heures sur 24. Donc, on a envie d'entendre, on a envie de t'écouter, on a envie de te lire. Donc, je ne sais pas si tu as des ouvrages. Sinon, je t'y encourage. Mais est-ce que tu écris? Tu écris quand même tes pensées, tes idées? Oui, j'écris beaucoup, j'ai un ouvrage en attente, Ah, super, mais super. En tout cas, moi, dans cette je t'encourage. période-là, on va dire que, Mm, en dehors de l'ouvrage, mm, je pense que dans cette retraite, ce qui pourrait me faire du bien peut-être, mm, c'est des rencontres. mhm, C'est pour ça que j'ai pris aussi plaisir à cet exercice d'interview. oui. Et si demain, Mm, on me propose une conférence, des rencontres, débats, pour discuter, mhm, pour peut-être aussi répondre concrètement à des mhm, problématiques, mhm, avec ce que moi j'ai pu mettre dans mon panier de souvenirs, mhm. je le ferai parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une émotion humaine. Là, Magnifique. on est entre êtres humains et On c'est beau. discute. Voilà. Un livre, en fait, dans le développement personnel, il y a une personne qui expliquait que mon livre coûte 20 euros. Mm. Par contre, l'accompagnement de mon être Bien coûte 1 sûr, million d'euros. bien sûr. Donc, bien je sûr. préfère donner les 1 million d'euros à la population que le 20 euros d'un livre. Donc, On respecte ton choix. Hein. mais Mais c'était pour dire que je me c'est dis que très peut-être nourrissant de aussi que t'écouter. mes paroles Ah oui, pourront être inscrites pour quelqu'un qui deviendra riche à travers ces paroles-là. ah Parce que oui. là, ce que je donne, quelqu'un peut très bien se dire, bah tiens, je vais les écrire, Ah je vais ben, faire un petit manifeste de 10 pages. Si ça peut l'enrichir, hein. c'est Mais, ça. mais vraiment, tu sais, comme on disait, la vraie richesse, voilà, c'est pas forcément l'argent, mais tu parles beaucoup de connaissances, tu nous as sensibilisés sur l'ignorance. Et vraiment, alors toi, t'es toi, donc tu te rends peut-être pas compte, mais vraiment, échanger avec toi aujourd'hui, ça a été très riche pour moi. Je sais que ça l'est aussi pour ceux qui vont suivre cette émission. Et c'est pour ça que je t'embêtais un peu par rapport à ce livre ou cet ouvrage que tu pourrais écrire, parce qu'effectivement, tout le monde ne parle pas comme Zouzou. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, tu es toi, tu es dans ton corps, c'est toi. Mais tout le monde ne parle pas comme toi. Et ce que tu transmets là, je ne sais pas à combien de temps on est, mais je pense qu'il y a des personnes en une vie complète n'ont même pas appris ce qu'ils vont apprendre là en 1 heure et demie. Donc moi, je te Qui n'hésite remercie. pas à te Je solliciter te remercie pour vraiment. pouvoir me rencontrer. Ah Donc, oui. je te confie le soin Eh bien, si tu es open, moi, d'organiser je suis des ravie. rencontres et Moi, je je suis me ravie, c'est le prêterai, concept. Hein. comme dit toujours, quand vous allez boire de l'eau, l'eau vous dira juste que je vous attendais. Le robinet n'appelle pas les gens, c'est ceux qui ont soif qui vont au robinet. Donc, s'il y a des gens qui ont soif de connaissances, de curiosité, Tu es ouvert, tu es disponible. c'est toi qui as le robinet en main. Ah, N'hésite pas là, à on me donne une déverser. responsabilité. Non, Non, mais franchement, c'est vraiment, c'est c'est pour te le dire. concept. C'est vraiment Voilà, le donc ça concept veut dire des 80, qu'aujourd'hui, donc, Donna, tu as avec cette plaisir. possibilité Super. de pouvoir permettre à des Organiser. gens, voilà, s'ils veulent, qu'on puisse discuter, Open. se rencontrer. Je serai à la disposition de ton organisation Bon, pour apporter au avec mieux plaisir. le complément d'éléments Mm. à ce que peut-être ils manquent ou qu'ils veulent peut-être confirmer dans Ok. la recherche de l'émancipation de leur vie. Ben, c'est très bien parce que ça correspond totalement au concept 4V. Créer des rencontres stratégiques, mettre en relation les experts avec ceux qui ont soif de connaissances. C'est vraiment le message que je partage chaque jour sur mes réseaux sociaux. Zouzou, le mot de la fin. Voilà, ça y est, on y est. Est-ce qu'il y a un message précis que tu voudrais transmettre aujourd'hui voilà, à ceux qui nous écoutent, à la population entière? Libre à toi. Je te laisse la parole. Je dirais à la population de ne jamais oublier cette phrase, personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble, que les défauts des gens, la difficulté de la vie est l'exercice de notre intelligence. Et donc, n'hésitez jamais, quelle que soit la difficulté, comme un peu en mathématiques, d'essayer, de réessayer jusqu'à la délivrance de la solution destinée. Et que à partir de là, sortez de la souffrance de l'ignorance pour aller vers la délivrance de l'intelligence, de la connaissance, car c'est elle qui permet une meilleure jouissance de l'existence. Amen. En tout cas, tu es bienvenue sur 4V. Voilà, si on doit faire d'autres numéros, je suis là. S'il y a des événements organisés, ben, je te tiendrai au Je courant. resterai l'outil.
Eh ben super, je sais que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, likez, partagez, commentez et surtout partagez ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Bye Merci. bye. Merci Zouzou. Merci. Merci. À très très bientôt, j'espère.